Bonsoir à tous. Nous sommes à la réunion publique de l'équipe Ensemble Vivons Versailles 2026 pour vous présenter à la fois notre vision, notre projet, l'équipe. Et puis on est à J-10 des élections municipales, donc le compte à rebours est vraiment lancé. Le scoop de ce soir, c'est qu'on a désormais notre programme non seulement sur le site internet, mais en plus en version imprimée, et donc que ceux qui sont présents pourront récupérer. Alors, je vais commencer pour vous faire sentir, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure de faire un projet de liste citoyenne sans étiquette de parti politique pour les élections municipales à Versailles et les élections communautaires à Versailles-Grand Parc, il ne faut pas les oublier. Pourquoi ? Pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une anecdote du vécu à la maison. Donc, je vous emmène autour de la table familiale un dimanche soir, qui est généralement avec mon mari et mes 4 enfants, là où il y a des discussions assez animées. Et un jour, je pose la question à mes enfants, qu'est-ce que vous pensez de la politique, de l'engagement citoyen, etc. Et là, gros silence. Et ma fille, qui a 25 ans, me dit « Non mais alors attends maman, de quoi tu nous parles, ce monde politique? Est-ce que tu nous parles des invectives à l'Assemblée nationale, des partis politiques qui n'arrivent jamais à se mettre d'accord? » Voilà un des autres de mes enfants qui me dit « Non mais maman, rappelle-toi, tous les projets que tu as essayé de monter et qui finalement n'ont pas été entendus, parce que quand parfois à Versailles on tend les mains, on tend les bras pour de façon constructive en tant qu'association, effectivement, on n'a pas toujours un écho favorable. Et puis un troisième de mes enfants qui me dit « Non mais maman, regarde, le maire, tout va bien à Versailles, il est déjà en place depuis des années et des années, on a des habitudes prises, tout va bien, enfin voilà, il n'y a pas de grosses catastrophes, et puis de toutes les façons, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses ?» Alors je me suis dit, en fait c'est ça leur vision de la politique. Alors donc, soit la politique politicienne, que des conflits, soit quelque chose qui est très conservateur ou très, pour ne pas dire plan-plan. En tout cas, rien d'enthousiasmant. Et je me suis dit, ils ont entre 20 et 25 ans. Mais voilà, c'est à nous de leur proposer un projet de ville enthousiasmant. Et voilà, je me suis dit, transition écologique, cohésion sociale, évidemment participation citoyenne et dynamisme de ville, il y a tellement de potentiel à Versailles, et donc on a commencé à réfléchir avec l'équipe de ce qu'on pouvait faire. C'est ça vraiment qui est au cœur de notre projet, notre vision. On est tous dans l'équipe persuadés que Versailles a un potentiel énorme pour aller beaucoup plus loin sur la transition écologique, pour réellement adapter notre territoire au changement climatique, prendre à bras-le-corps les sujets des pollutions, y compris les sujets de pollution de l'air qui embêtent certains en termes d'allergie en ce moment, prendre à bras-le-corps le sujet de la cohésion sociale et faire en sorte que Versailles ne soit pas vu comme un seul centre névralgique à Notre-Dame, un autre à Saint-Louis où on est aujourd'hui, et puis c'est tout, et puis des gens de Jussieu ou de Montreuil qui me disent on va à Versailles quand on va à Place du Marché Notre-Dame, voilà, donc qui me disent des jeunes actifs, comment est-ce qu'on peut trouver des logements à notre disponible, à notre mesure en termes de pouvoir d'achat, pouvoir de location, et puis avec de l'emploi. Bref, il y a énormément de potentiel à Versailles, et ce qu'on s'est attaché à faire pendant ces derniers mois, c'est d'aller tendre les micros dans chaque quartier, auprès de chaque génération, pour dire mais en fait, de quoi vous avez vraiment besoin de la ville? De quoi vous rêvez pour demain? Pour 2032, voire 2033, puisque c'est ça l'horizon du mandat. Et puis on s'est réunis à la fois dans l'équipe, avec des sachants, pour proposer ce projet de ville, avec cette vision, faisons en sorte d'avoir une ville qui est plus proche de ses habitants, plus durable, plus dynamique, et qui fait vraiment vivre notre démocratie locale. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que maintenant qu'on a la version complète
complète avec non seulement les quelques premières idées qu'on avait mises dans nos tracts, mais qu'on a vraiment travaillé chaque sujet. Je vous propose de faire intervenir les membres de l'équipe thème par thème. On va commencer par cette notion d'une ville qui est proche de ses habitants. Avant tout, ça veut dire quoi? Ça recouvre à la fois le sujet numéro 1 qu'on a entendu dans tous les quartiers, qui est le sujet de la santé. On nous a dit en numéro 1, un sujet qui n'est pas adressé aujourd'hui, j'ai pas de médecin traitant, j'ai pas les bons spécialistes, voilà. Donc ça recouvre une ville plus proche de vous, c'est une ville qui permet de prendre soin de sa santé, de prendre soin des plus vulnérables, de faire en sorte d'avoir un logement sain et d'avoir une ville où il fait bon habiter. Et c'est voilà cette ville plus proche de vous par laquelle on va commencer avec Émilie Renier, qui, si on gagne les élections, sera en charge de ces sujets solidarité dans l'équipe. Pas santé, mais solidarité. Oui. Voilà, solidarité. Un petit micro. Voilà, je te passe la parole. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu Et donc, c'est vraiment issu de tous les ateliers qu'on a fait, de toutes les enquêtes qu'on a pu faire. 2 axes importants sur la santé, parce que c'est pas que santé, en fait, c'est santé et prévention. Et on a vraiment envie d'insister sur la partie prévention qui arrive avant toute cette problématique de santé. Une des mesures importantes qu'on veut mettre en place, c'est un mois octobre santé prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le mois Molière sur la culture et on voudrait un mois où on prend en charge vraiment tout l'axe prévention santé pour tous les quartiers et pour toutes les générations de Versailles. Donc c'est vraiment un mois pendant lequel on fait des événements tous les week-ends importants, mais aussi tous les jours, où il y aura des points de prévention un peu partout dans la ville. Donc c'est prévention AVC, prévention diabète, ça peut être santé mentale aussi, qui est un énorme enjeu aujourd'hui, surtout avec les jeunes. Et donc d'offrir des points prévention à toute génération et dans tous les quartiers, et des grands événements aussi sport-santé, parce que le sport fait aussi partie de notre axe prévention et santé. On veut aussi qu'il y ait des professionnels qui interviennent dans les écoles dès la primaire, mais voire même en maternelle. Il y a aussi des choses à faire avec les plus petits pour faire de la prévention sur tous les sujets d'aujourd'hui. Donc gestes de premier secours évidemment, mais il y a aussi tous les dangers des écrans, l'alimentation. On a aujourd'hui des adolescents qui ont de plus en plus de troubles du comportement alimentaire, et c'est un sujet sur lequel il faut sensibiliser, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Donc ce qu'on veut, c'est que la mairie de Versailles soit vraiment proactive pour proposer dans toutes les écoles de Versailles les mêmes socles d'ateliers de prévention à l'ensemble des enfants qui sont scolarisés à Versailles. Sur la partie plutôt accessibilité des soins, sur la partie santé, c'est vraiment là-dessus qu'on nous a challengés. La difficulté, c'est quoi? C'est trouver un médecin traitant, un dermatologue, surtout des dermatologues, cardiologues, spécialistes. Et pour cause, on n'a pas eu d'installation récente de médecins généralistes quasiment sur les 10 dernières années, là où par exemple la ville de Viroflay a eu vraiment une politique hyper proactive sur ça pour aider à l'installation de jeunes professionnels de santé. Donc on est un peu allé voir aussi ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait dans les villes d'à côté et qu'est-ce qui fonctionne. Et c'est un soutien à l'installation, clairement, qui a permis à ces médecins généralistes de s'installer, donc de mettre à disposition des locaux gratuitement, qui enlève déjà une première charge pour les médecins généralistes qui se sont installés. Et ça va un peu dans l'idée aussi d'avoir une politique foncière beaucoup plus active. Et donc, Charles nous en parlera sans doute un petit peu après de cette partie investissement et foncier. On veut aussi proposer une téléconsultation assistée. Ça s'est vraiment développé ces dernières années, mais pour autant, on a des personnes qui n'ont pas les outils, ou en tout cas qui ne savent pas servir des outils de téléconsultation. Ça pourrait clairement faciliter le quotidien de beaucoup de gens et désengorger les cabinets, voire même les hôpitaux, mais il faut pouvoir accompagner les personnes dans ces téléconsultations, donc dans des points de téléconsultation assistée. Et aussi travailler donc sur le désengorgement des urgences en organisant les permanences de soins dans tous les quartiers de Versailles. On a beaucoup entendu le temps d'attente à Mignot et globalement dans l'hôpital public aujourd'hui. Et ça, on pense que nous, on est là aussi pour mettre les professionnels de santé autour de la table, c'est le rôle d'une mairie, et de réfléchir ensemble à comment on organise cette permanence pour justement éviter que à Mignot, on se retrouve à attendre 9h, 10h, 12h parfois, ou même repartir parce qu'on n'a pas trouvé de solution là-bas. Je crois que sur la partie santé, c'est les mesures.
Et adaptation de la ville aussi, oui, pardon, pour agir sur les problématiques de santé et de santé publique liées à l'environnement. Donc, ça va être beaucoup plus des mesures environnementales qui vont permettre ça, mais c'est vrai que c'est un axe hyper important pour nous, qualité de l'air, sécurité de la ville, en termes de déplacement, et cetera. Ça va forcément aussi avoir un impact positif sur sur la santé des Versaillais. Merci beaucoup, Émilie. Donc ça, c'est l'axe santé. Dans la ville proche de vous, plus Oui. proche de vous, il y a aussi l'axe solidarité. Comment est-ce que on fait en sorte que Versailles soit plus solidaire, plus inclusive, et une attention particulière aux plus vulnérables et aux personnes en situation de handicap? Oui, ça c'est un axe qu'on a appelé cohésion sociale et qui réunit en réalité deux sujets majeurs, c'est la solidarité et l'inclusion. La solidarité, c'est quoi? C'est une solidarité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. La vulnérabilité, elle peut être financière, physique, de santé, enfin pour beaucoup de raisons. Et nous, on veut pouvoir avoir une ville qui prend soin de toutes ces personnes-là et qui fait en sorte qu'on propose des choses accessibles à toute personne à Versailles. Donc ça démarre déjà par des lieux de soutien et d'entraide, des ressourceries, des tiers-lieux. Alors on est ravis qu'il y en ait un qui est ouvert là très récemment dans le quartier Porche-Fontaine, mais c'est vraiment quelque chose, c'est pas un modèle très développé à Versailles. Pardon, oui, c'est une ressourcerie de trilogie. Des friperies et des épiceries solidaires. On a beaucoup d'associations aussi qui travaillent sur ces sujets d'épicerie solidaire, mais et dernièrement, elle n'est pas là ce soir, mais elle peut en témoigner. Une personne de notre liste est investie dans une association qui n'a plus de locaux et donc qui peut plus tenir son épicerie solidaire. Et là, clairement, on pense qu'une mairie doit être là pour faciliter l'installation et en tout cas les permanences des épiceries solidaires des associations. On veut aussi développer les maisons France Service. Donc, il y en a une qui a ouvert à Versailles et c'est une très bonne chose. Mais ça, c'est vraiment des lieux dans lesquels on va permettre aux gens d'accéder à leurs droits et à leurs services au sein des quartiers. Aujourd'hui, cette maison, elle est située à Jussieu. Donc, j'imagine que quand on habite Saint-Louis ou Glatigny, bah, ça fait un peu loin quand on est en difficulté sur un sujet d'aller à la permanence de Jussieu. Donc, on aimerait vraiment pouvoir arriver à 3 maisons France Service dans tout Versailles, ce qui ferait quasiment une pour 2 quartiers, quoi. Donc c'est une bonne couverture. On aimerait aussi travailler sur un label qui s'appelle le label Ville Amie des Aînés. Il y a plusieurs villes qui ont travaillé là-dessus et qui, alors c'est pas vraiment un label d'ailleurs, donc c'est pas vraiment un cahier des charges, mais c'est une démarche qui est portée par l'OMS et il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles il faut s'engager, notamment un banc tous les 500 mètres, des services de mobilité adaptés aux fauteuils ou aux personnes en difficulté. Voilà, il y a quand même pas mal de critères à respecter, justement pour rendre la vie plus facile aux personnes âgées et globalement même aux personnes qui auraient des difficultés dans leur déplacement quotidien. Mettre en place aussi un observatoire de la vie sociale. Pourquoi? C'est vraiment l'idée de faire remonter, et dans notre liste, la participation des quartiers est importante, faire remonter les difficultés qu'on rencontre au niveau social dans chacun de nos quartiers. On a tous, à mon avis, des exemples autour de nous dans nos quartiers et on ne sait pas toujours quoi faire. Et cet observatoire, il est là pour, en effet, recenser, mais aussi bien orienter les personnes et savoir quelles sont les problématiques majeures qu'on peut avoir dans les quartiers et sur lesquelles il faut qu'on puisse travailler. On veut travailler aussi une charte engagement inclusion, alors qui peut paraître comme ça assez simple, mais en fait, c'est vraiment une mesure hyper engageante parce qu'elle dit quoi? Elle dit que chaque projet, chaque service qui est porté par la mairie de Versailles doit passer par un comité d'inclusion qui doit valider que ce service ou ce projet est 100% accessible aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment un engagement très fort d'aujourd'hui à Versailles de dire que tout ce qui est fait et porté par la municipalité sera forcément accessible. Alors on peut penser peut-être que les guichets ou ce genre de choses, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire l'offre culturelle doit être accessible aussi aux personnes en situation de handicap. Un festival doit l'être et comment on inclut sur un festival musical des personnes qui seraient malentendantes, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Donc voilà, cette charte qui paraît être juste un document, en fait, c'est vraiment très engageant, je pense, pour une mairie de travailler là-dessus. Travailler aussi sur des solutions de répit pour les aidants. Donc c'est en plus un sujet qui me
parle particulièrement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 3 journées en une parce qu'ils doivent s'occuper d'un proche malade ou en situation de handicap. Et les solutions de répit sont extrêmement compliquées à mettre en place. Je pense qu'une mairie peut, pareil, réunir les acteurs du territoire, et il y en a beaucoup qui interviennent sur ce sujet, et trouver des solutions qui ne sont pas toujours aller en institution. C'est pas ça qu'un aidant recherche. Un aidant, il recherche une journée où il peut souffler, une journée ou une après-midi où il peut aller faire autre chose, une course, faire de l'administratif, etc. Et donc, c'est développer des solutions extrêmement souples et rapidement déployables, ça se dit, voilà, à destination des aidants et pour vraiment leur faciliter la vie. Bon, il y a encore aussi plein d'autres mesures, mais je peux en parler assez longtemps. Une mesure aussi peut-être un peu particulière, c'est une nuit de la solidarité et de l'engagement, pour partager aussi un moment tous ensemble à Versailles, de tous les quartiers, et qui serait un moment où on va à la rencontre des personnes en situation de rue, déjà parce que ça permet de faire un diagnostic. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui à Versailles, mais je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Comprendre ces problématiques-là et réfléchir avec toutes les associations et tous les acteurs aussi qui peuvent exister à Versailles, des solutions d'hébergement et de réinsertion sociale et d'accompagnement. Souvent, en fait, c'est plutôt un peu une problématique de santé, finalement, que de réinsertion sociale pour ces personnes-là. Et donc, proposer des solutions d'accompagnement à toutes ces personnes qu'on pourrait rencontrer tout en vivant un moment de partage qui, généralement, est assez enrichissant pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez commencé à le sentir avec ce sujet santé, avec ce sujet cohésion sociale. On est vraiment parti de ce qu'on a entendu dans nos enquêtes sur nos marchés, sur les marchés et dans nos discussions. Et puis, on est allé chercher des solutions très concrètes. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre sur le débat public, pas seulement l'objectif un peu général, mais aussi vraiment des propositions très applicables, actionnables, très concrètes. Pour continuer sur la ville plus proche de vous, Versailles, c'est aussi une ville très attachée à ses familles, où il y a des familles très engagées. On a fait une enquête famille et on est allé là aussi regarder. Vraiment, on a 150 répondants de vraiment différents quartiers qui ont pu exprimer précisément quel était le fossé, parce qu'il y en a un quand même entre leurs besoins de famille avec des enfants jeunes, des adolescents, de familles avec aussi des seniors, quels que soient les types de familles, des familles monoparentales, il y en a aussi de façon importante à Versailles. Et donc, sur la base de cette enquête, de la même façon, on s'est dit qu'est-ce qu'on propose concrètement. Et donc, je veux bien que tu nous décrives, Émilie, ce qu'on est arrivé à cristalliser. Et cette enquête, je le précise, elle sera évidemment disponible, quoi qu'il arrive, à disposition de qui veut la lire après, parce qu'elle apprend plein de choses hyper intéressantes en fait sur les familles versaillaises. Sans surprise, une des premières choses quand même qui est remontée, c'est les places en crèche. Vraiment, c'est la grande difficulté et de parents qui se retrouvent. Nous, on l'a vécu, on avait des places en crèche quand notre enfant a eu 3 ans et demi, c'était assez intéressant. Donc, c'est comment je concilie mon retour au travail avec le fait qu'en fait, il n'y a pas d'offre de places en crèche à Versailles. Et donc là, nous, on est convaincus qu'il faut absolument augmenter le nombre de places en crèche, s'appuyer sur les associations qui portent le projet de crèche, mais nous, faire quelque chose pour leur faciliter aussi l'installation. Donc, trouver des locaux, c'est toujours dans notre stratégie foncière, c'est mettre à disposition des locaux qui abaissent fortement le coût de la place et qui permet du coup d'avoir des places à des prix beaucoup plus raisonnables pour les familles, parce que souvent on nous dit oui, mais il y a des crèches privées qui sont pas remplies, mais le prix d'une place en crèche privée, en fait, c'est juste inabordable pour la majorité des foyers à Versailles. Donc, comment on fait justement pour que ces places-là, nous, peut-être qu'on en finance une partie pour réduire le reste à charge, et comment on travaille avec les associations pour proposer des places un peu moins chères. Dans les autres mesures qu'on propose, il y a à la fois donc un peu augmenter l'offre de ce qui est proposé aujourd'hui, les places, et aussi travailler sur un axe participation des jeunes dans la ville, participation des enfants dans la ville. C'est un peu les 2 grands axes qu'on a travaillé. Donc retravailler l'offre, c'est évidemment les places en crèche, mais c'est aussi l'offre culturelle, sportive et d'activité pour les jeunes, mais de 0 à 18 ans. Et ça, il y a
un gros travail à faire, déjà parce que la majorité des clubs de sport aujourd'hui sont saturés, donc en fait, les jeunes ne peuvent pas faire le sport qu'ils souhaiteraient. Je pense que ça parle à tout le monde si je vous dis on va au forum des associations et on vous dit bah non, en fait, c'est complet, revenez l'année prochaine ou inscrivez-vous en février pour espérer avoir une place en septembre. Donc il y a un gros sujet de travail sur les installations, etc., sur lesquelles on reviendra dans la partie sport, pour pouvoir proposer du sport à tous les jeunes. Pareil aussi sur la culture, parce qu'il y a une disponibilité de salles, il y a tout cet enjeu-là, hein, pour tout ce qui peut être théâtre et musique, c'est assez limité. Et les activités des maisons de quartier, on pense qu'elles peuvent être largement développées en s'appuyant encore une fois sur les associations. On a la chance d'avoir un vivier d'associations énorme à Versailles qui peuvent proposer vraiment beaucoup de choses et de faire en sorte aussi qu'on ait un socle un peu commun dans les différents quartiers et qu'il n'y ait pas toutes les activités qui sont dans une seule maison de quartier et que tous les quartiers vivent voilà, avec des activités pour les jeunes. On aimerait aussi mettre en place un festival Versailles Folies, qu'on a appelé, voilà, de musique pour mettre en avant tous nos talents musicaux à Versailles. On est très fiers d'avoir quand même des célébrités hein, qui ont démarré ici. Et donc, voilà, proposer un tremplin à tous les jeunes mélomanes de Versailles à l'occasion de ce festival qui serait aussi un moment assez rassembleur. Et ensuite, sur la partie participation citoyenne, il y a une première mesure, qui est la mesure préférée de mon fils en l'occurrence, qui est le passeport citoyen. L'idée de ce passeport, c'est d'engager dès le plus jeune âge les enfants dans l'engagement, enfin oui, dans le service à l'autre, dans les services de proximité, dans la municipalité. Et donc, ce passeport, en quoi il consiste? Clairement, c'est de dire les jeunes font 10 heures de bénévolat dans une association, font une clean walk, participent à un conseil municipal, ils gagnent des badges dans leur passeport. Et tous ces badges, tout au long de leur vie, leur permettront à la fin d'être valorisés pour financer un BAFA, financer un permis, enfin voilà, quelque chose qui va les aider aussi à démarrer dans la vie, mais qui les engage dès le plus jeune âge dans des actions au service des autres, au service de leur ville, au service de leur école et au service des associations. On aimerait aussi mettre en place un véritable conseil municipal des jeunes. Et quand on dit véritable, c'est de leur donner la parole et des moyens, c'est-à-dire un budget alloué au conseil municipal des jeunes et ils décident ensemble quels sont les projets prioritaires sur lesquels ils veulent travailler à Versailles sur l'année à venir et ils ont cette enveloppe financière pour pouvoir déployer leurs idées et leurs projets. Et une de nos colistières disait quand on leur pose des questions et qu'on les écoute, en fait, les enfants, ils ont des super idées et c'est vraiment, je pense, très vrai. Et après aussi, oui, toujours un peu dans l'idée et au croisement de la participation et de l'offre culturelle, on voudrait lancer une concertation avec les 12-18 ans ou 12-20 ans sur un samedi soir à Versailles. Pourquoi ? On constate qu'on a plein d'universités, plein d'écoles, et les jeunes vont à Paris tous les samedis soirs pour sortir. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qu'on ne propose pas correctement ici ou qui n'est pas organisé de la bonne façon. Et donc, on s'est dit, le plus simple, c'est qu'en fait, on s'asseye avec eux et qu'on réfléchisse ce projet-là avec eux pour faire en sorte que Versailles vive aussi pour nos jeunes et nos étudiants tous les samedis soirs. Merci beaucoup, Émilie. Je te propose de passer le micro à Michel. Donc, en fait, vous avez compris l'esprit. Hein, nous, on veut faire confiance aux associations, faire confiance à ceux qui tendent les micros, à ceux qui quel que soit leur âge, peuvent être partie prenante de la construction de projets. On va dans une ville plus proche de vous. Il y a aussi la logique d'être une ville qui protège et qui reste sûre. Alors vous allez me dire, on a une grande chance à Versailles, c'est que par rapport à plein d'autres villes en France, on n'a pas de problème de sécurité majeur. C'est une ville très sûre. Néanmoins, comme ailleurs, il y a des sujets de sécurité à traiter. On n'en fait pas le sujet numéro 1 parce que c'est vrai que l'extrême droite en parle beaucoup et qu'il peut y avoir une droitisation de notre société qui fait que tout d'un coup, on aiguille, on réveille des peurs. Non, la ville de Versailles est relativement sûre. En revanche, on pense que tant sur la circulation que sur les violences intrafamiliales, etc., il y a des sujets à traiter. Donc Michel, si tu veux
bien nous en parler. Bonsoir à tous. Alors, on va aborder le problème de la sécurité plutôt sous l'angle des effectifs. On va déjà commencer par les effectifs parce que vous verrez que tous les points que je vais aborder par la suite sont des points qui découlent un peu de ça. Donc, on a une ville, la population, en gros, à Versailles, c'est 83 000 habitants. Or, les quotas pour une ville de 83 000 habitants, pour la police municipale, c'est environ 60 personnes. Et là, on en a 18. Donc, on s'aperçoit notamment au niveau de la sécurité, la nuit, par exemple, les rondes de nuit, les abords des établissements scolaires, parce qu'on a quand même j'aborderai aussi ce sujet-là après, on a du trafic de drogue à Versailles, notamment sur les lycées et les collèges, donc Marie Curie, Jules Ferry, La Bruyère-Hoche, et c'est des gens qui dealent devant les établissements scolaires. Alors, comment dire, les proviseurs des établissements scolaires ou les principaux n'ont aucun droit d'intervenir puisque c'est sur la voie commune. Par contre, on aimerait bien, nous, avoir un peu plus de police municipale de manière à ce que les gens stationnent. Alors, les policiers municipaux n'ont pas un rôle d'investigation, ils ne peuvent pas sanctionner, ils n'ont aucun rôle, mais ils peuvent appeler la police nationale. Et ils ont un rôle qui est très important, c'est un rôle de dissuasion. Parce que c'est vrai que quand vous avez une voiture de police devant un établissement scolaire, bon, les dealers ont tendance à passer à côté ou à ne plus venir ou aller ailleurs. Bon, ça ne résout pas le problème. Après, il y a, concernant donc ce problème d'addiction, il y a la prise en charge. Donc, ce qu'il faudrait aussi faire à Versailles, et qui n'est pas, à mon avis, fait, c'est avoir des points de contrôle pour les jeunes, principalement les jeunes, notamment puisque j'ai parlé des collèges et des lycées, mais aussi pouvoir gérer les addictions auprès des jeunes et faire de la prévention auprès des jeunes. C'est ça le plus important, parce qu'on sanctionne, mais sanctionner, c'est pas suffisant. Et en général, c'est pas ce qui apporte le plus de résultats. Le plus de résultats, c'est de pouvoir prévenir et d'avoir des lieux, justement, qui gèrent ça, avec, par exemple, des commerces ou avec des gens qui soient un peu à l'écoute, notamment à la réglementation de la vente d'alcool aux jeunes. Ça, c'est aussi un truc qui est important, c'est une mesure à prendre et pouvoir réglementer, vérifier quand on vend de l'alcool, quand les commerçants vendent de l'alcool, un peu comme en Angleterre, un contrôle d'identité sur les jeunes qui rentrent dans les établissements alimentaires. Alors, un autre point aussi qui dépend également aussi du précédent, c'est-à-dire le nombre de policiers municipaux, c'est les violences faites aux femmes. On a, avec par exemple, si je prends la place Notre-Dame un jour de marché, il y a 2 policiers municipaux. Si un jour il y a une attaque ou si un jour il y a un problème sur cette place, on ne peut pas régler le problème. Il faudrait au moins le double, voire carrément 10 personnes qui bloquent les 4 entrées, puisqu'il y a 4 entrées sur une place. On n'a pas ça. Donc, il y a la nuit aussi des problèmes de tranquillité ou des problèmes de déplacement pour les personnes âgées, pour les femmes, pour les enfants qui rentrent parfois en vélo, d'activités périscolaires. Et ça, c'est un problème parce qu'on n'a pas de patrouille, on n'a pas de ronde de nuit. Personne ne fait de ronde de nuit à Versailles. On en voit très peu. Et pour une raison très simple, c'est toujours un problème d'effectifs. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut insister, et notamment pour les violences faites aux femmes, les relais Stop Commerçants, dans lesquels les femmes peuvent se réfugier en cas de harcèlement. Alors, il y a aussi une chose qu'on a demandé et qu'on aimerait pouvoir faire, c'est la maison des femmes, parce qu'on a ça dans le 11e à Paris, à Fédère, il y a une maison des femmes, où les femmes isolées peuvent se réfugier en attendant d'avoir un logement ou d'avoir un travail. Donc, c'est quelque chose... Alors, à Paris, il n'y en a qu'une, je crois, hein. Il me semble qu'il n'y en a qu'une à Fédère. Mais on aimerait bien en avoir une à Versailles, parce que c'est aussi un problème. Versailles, c'est pas seulement Saint-Louis, Notre-Dame. Il y a aussi Bernard de Jussieu, il y a Grand-Siècle, il y a la cité Moser. Il y a beaucoup de gens là-bas qui sont défavorisés et qui attendent d'avoir une aide, alors qu'ils sont... je dirais, c'est peut-être une politique de la ville, mais j'en sais rien. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas écoutés. Ou s'ils ont besoin de quelque chose, ils sont obligés de venir dans le centre-ville, donc à la mairie. Il n'y a pas que ça, il faut travailler aussi sur les autres quartiers. Une autre chose aussi dont j'aurais voulu vous parler, c'est la sécurisation. Alors toujours dans l'aspect sécurité, c'est la sécurisation de la voirie. On a des pistes cyclables à Versailles, par exemple sur l'avenue de Paris, il y a des grandes pistes cyclables, mais le problème c'est qu'elles sont dans un état lamentable. Il y a des nids de poules, c'est pas praticable, surtout l'hiver. Il y a des trous, c'est plein. Dès qu'il pleut, c'est vraiment une catastrophe. Donc ça, les carrefours aussi qui sont pas tous sécurisés,
Il y a des carrefours où il y a, au niveau réglementation routière, c'est quand même assez, c'est pas suffisant, je dirais, pour des gens qui circulent à vélo, notamment quand il y a confrontation entre les voitures, les poids lourds et puis les cyclistes. Le problème aussi de Versailles, au niveau toujours de la sécurité, c'est qu'on a des poids lourds qui circulent. C'est une ville de transit, Versailles, il faut le savoir, hein. Vous avez des camions qui se baladent sur la place devant le château de Versailles, sur la place d'Armes. Enfin, ils n'ont rien à faire là, je veux dire. C'est complètement contradictoire par rapport au style de la ville. Donc, il faudrait que tous ces véhicules-là... Alors, il y a une interdiction sur ces poids lourds. Il y a une interdiction. Il y a des panneaux interdits aux plus de 10 tonnes. Mais personne ne fait respecter. Alors, toujours parce qu'on n'a pas assez de policiers municipaux pour suivre la réglementation. Donc ces camions se baladent, c'est toujours un danger pour les cyclistes, c'est un danger parce qu'ils sont plus larges, donc c'est un danger pour les pistes cyclables, c'est un danger pour tous les piétons, enfin c'est quand même assez embêtant. Et une autre chose aussi qui est intéressante à voir, alors toujours dans cet esprit de prévenir et de faire de la prévention plutôt que de la répression, c'est la résilience et la formation des jeunes aux gestes citoyens, notamment dans le cas de la protection civile. Et ça, c'est intéressant aussi de faire parce que je dirais que tous les 5 thèmes là, dont j'ai parlé sont tous liés. La prévention auprès des jeunes, ça ne va pas seulement sur l'addiction, mais c'est aussi sur les gestes de premier secours. C'est tout un système. Quand on dit une ville plus proche de vous, c'est aussi former les jeunes à une attitude complète, notamment dans ces gestes-là. Alors, après, il y a autre chose aussi qui rentre dans la sécurité, mais qui rentre plus dans la partie immobilière, c'est la surveillance des bâtis et des bâtiments. On a une ville quand même qui est constituée énormément de bâtiments qui datent du XVIIIe siècle. Donc on a des zones dans Versailles qui sont où il n'y a déjà pas d'accès, pas beaucoup d'accès. On a des problèmes de financement pour les travaux, notamment les travaux de toiture. On est obligé. Alors, on a énormément de contraintes puisque les ABF ont mis une contrainte sur un rayon de 5 km autour du château. En gros, ça veut dire que tout Versailles est concerné au niveau de la construction. Ce qui veut dire aussi, c'est que si vous avez des fuites sur un toit, vous êtes obligé de passer par le service d'urbanisme de la mairie et les ABF. Et les ABF vous bloquent à partir du moment où vous ne reconstruisez pas dans l'état du XVIIIe siècle. Moi, j'ai un immeuble qui date de 1790, je ne peux pas refaire le toit, parce qu'on m'a imposé de refaire un toit en ardoise, avec des ardoises de 1790. Donc, un, c'est introuvable, et deux, les couvreurs qui font ça prennent... les montants de travaux sont astronomiques. Donc, tous ces problèmes-là ne sont pas vraiment traités par la mairie. Si vous allez au service d'urbanisme, les gens vont vous dire, faites une demande préalable de travaux. Donc, vous faites votre demande préalable de travaux. Cette demande préalable de travaux passe obligatoirement par les ABF. Et les ABF, à partir du moment où vous construisez avec des tuiles mécaniques, par exemple, vous refusent le permis. Donc, ce qui fait que vous revenez à la case départ. Alors, vous êtes obligé de tricher, c'est-à-dire faire venir des gens qui travaillent, des cordistes, qui vont vous faire des petites réparations, mais c'est pas ce que j'appelle une démarche générale de remise en état du bâti versaillais. Merci beaucoup, Michel. Donc, on a bien couvert tous les différents axes autour de la sécurité. Et pour finir, une ville proche de vous, c'est une ville où il fait bon habiter. Donc, Charles Azé, c'est son sujet de prédilection, mais il n'est pas là ce soir. Donc, je vais dresser à grands traits ce qu'on a prévu. Il s'agit de travailler sur en numéro 1, le logement social, non pas pour continuer à faire des grandes fresques à l'extérieur, mais pour s'assurer que les logements sont sains à l'intérieur. C'est ça que les habitants des logements sociaux nous ont dit qui était leur priorité. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de moisissure, de canalisation qui coule, faire en sorte que on ne développe pas de l'asthme parce qu'on vit dans des logements sociaux qui ne sont pas bien entretenus. Donc ça, sur le logement, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est de faire en sorte, y compris pour les classes moyennes, de pouvoir accéder à un logement, y compris à la propriété. Et Versailles pourrait
comme beaucoup d'autres villes, s'allier à l'établissement français foncier et permettre ce qui s'appelle le bail réel solidaire et qui permet, avec un mécanisme de achat de foncier, location sur des dizaines d'années, etc., de faire en sorte d'avoir un logement finalement dont vous bénéficiez et qui est de l'ordre de 30% moins cher que s'il n'y avait pas ces mécanismes-là. Voilà. Sur le logement, ce qu'on voudrait encourager aussi, c'est l'habitat intergénérationnel. On a à la fois, comme à Versailles, comme en France, une population qui vieillit. Il y a plus de 10% de la population qui a plus de 15 ans et ça augmente. Et puis, on a des jeunes, on a des étudiants à Versailles, donc on a envie de favoriser l'habitat intergénérationnel en mettant en place, par exemple, une plateforme qui permet de mettre en relation, d'un côté, les étudiants et les seniors. C'est aussi, d'ailleurs, au-delà du sujet logement, un moyen de renforcer les liens et la cohésion sociale. Voilà quelques exemples. Sur le logement, il y a aussi les logements un peu d'urgence. Des associations nous ont dit qu'il faudrait développer en plus grand nombre des logements de transition, parfois qu'on appelle des logements passerelles, pour les plus vulnérables, que des femmes ou autres, qui ont besoin de se loger en attendant de trouver une solution plus pérenne. Et ça, des associations comme l'AMP nous disent que ça manque. Voilà. Donc vous avez compris, une ville plus proche de vous, c'est une ville qui part d'une compréhension fine des besoins et puis qui va s'appuyer sur les forces des acteurs de Versailles, les associations, les acteurs économiques pour bâtir des solutions vraiment solides. Je vous propose de passer, à moins qu'il y ait des réactions, des commentaires, des questions, sinon on va passer au deuxième pilier, qui est la ville plus durable. Et c'est vrai que plus durable, là aussi, ça recouvre plusieurs sous-piliers et Jean-Baptiste Lemoine va commencer par nous décrire comment faire en sorte de prendre à bras-le-corps et de façon très sérieuse la transition écologique. Ça fait des années, avec des associations environnementales, à la maille de Versailles Grand Parc, j'avais réuni un collectif de 15 associations à Versailles Grand Parc, pour essayer de nous mettre au service des élus au moment où il a fallu écrire un plan climat-air-énergie territorial. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les intercos comme Versailles Grand Parc ont l'obligation depuis 2017 d'avoir ce plan, c'est-à-dire d'avoir une vision sur dire comment est-ce qu'on adapte au changement climatique, comment est-ce qu'on fait la décarbonation, comment est-ce qu'on réduit la pollution de l'air, plan climat, comment on passe à de l'énergie renouvelable, etc. Plan climat, air, énergie territoriale. Versailles a pris beaucoup de retard. Finalement, les associations n'ont pas été écoutées, alors que ça aurait pu être un formidable moyen justement d'engager, de faire de la mobilisation citoyenne. On n'a non seulement pas été écoutés, mais finalement le plan est sorti, devinez quand, fin 2025. Et là, on a regardé l'autorité environnementale d'Île-de-France, qui est l'autorité qui regarde et qui scrute la pertinence de tous les plans. Et c'est écrit noir sur blanc, l'avis est vraiment très sévère en disant que le plan climat air énergie territoriale finalement n'en est pas un, puisqu'il a été pointé du doigt le fossé entre des objectifs qui ne sont pas mis en regard d'actions et de réel financement. Donc finalement, ça n'est pas un plan. Donc nous, on propose exactement l'inverse, de réellement prendre ce sujet à bras-le-corps. Pourquoi pas pour faire beau, pas pour se dire tout d'un coup Versailles va être un pionnier, et pourtant on pourrait même le dire, mais aussi tout simplement parce que d'ores et déjà, nos enfants dans les écoles de Versailles, en juin 2025, ont parfois été renvoyés chez eux parce qu'il faisait trop chaud. Il y a des gens qui, aussi à cause des problématiques que tu as évoquées, Michel, sur les architectes bâtiments de France, parce qu'ils ils sont sous les toits et avec beaucoup de surfaces vitrées, crèvent de chaud l'été. Donc voilà, il y a vraiment ce sujet-là à prendre à bras-le-corps. Donc Jean-Baptiste, si tu peux nous raconter ce qu'on a mis dans notre programme. Merci. Alors, bonjour à tous. En fait, moi, pour présenter ça, j'ai une mauvaise nouvelle et 3 bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que y a un réchauffement climatique, voilà, qui est indéniable, et que à Versailles, on le subit et on va le subir.
Et donc, malheureusement, la trajectoire qu'on nous avait donnée il y a des années est en train de se produire. Et donc, il va falloir s'adapter à une France à plus 4 degrés à Versailles. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a 3 bonnes nouvelles. En fait, la première, c'est que les communes et les agglomérations ont un pouvoir immense en fait, sur ce sujet, à la fois sur l'atténuation du changement climatique et surtout sur l'adaptation, où elles ont encore plus de pouvoir que le pouvoir national pour adapter la ville, justement, au changement climatique. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'il y a plein de co-bénéfices, en fait, à adopter de l'écologie. Et donc, l'écologie, c'est pas une doctrine, une idéologie punitive, c'est un moyen de s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui et de profiter justement de tous les co-bénéfices associés dont je parlerai. Et puis, la troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'acteurs, en fait, qui ne demandent qu'une chose, c'est que les mairies prennent en main ce sujet et sont prêts à apporter de l'aide et du soutien financier. Que ce soit des associations locales ou nationales, comme le Shift Project, que ce soit les agences de l'État, comme l'ADEME, ou bien que ce soit des fonds comme le Fonds européen ou le Fonds vert français. Voilà. Et ils demandent qu'une chose, c'est que les mairies prennent le sujet en main et se fassent aider. Et nous, c'est justement ce qu'on va faire. Alors, avant de parler concrètement ce qu'on va faire, il y a déjà un changement de méthode à apporter. Le premier, c'est que si on veut adopter d'une vraie écologie justement qui s'adapte aux enjeux d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir simplement une personne à la mairie qui gère l'écologie dans son coin comme il peut et puis qui fait en fonction des autres. Non. Donc nous, dans notre manière de faire, c'est le premier adjoint qui sera en charge de l'écologie et qui s'assure justement que toute la politique de la ville est drainée, entre guillemets, par l'écologie. Voilà. Ça ne peut pas être un sujet qui est mis à part. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut compter. Voilà, quand on fait de l'écologie, il faut compter, parce que sinon, ça s'appelle du greenwashing. Donc, faire de l'écologie, c'est pas comme certains nous le disent, simplement mettre du LED dans les éclairages publics et puis trier les déchets. Non, en fait, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment compter d'un point de vue à la fois carbone pour atténuer, et puis d'un point de vue adaptation, qu'est-ce que chaque mesure implique. Et encore une fois, il y a un tas de choses, d'associations et de sciences, en fait, qui sont documentées sur ce sujet. Aujourd'hui, quand même, le réchauffement climatique, c'est peut-être le sujet le mieux documenté du XXIe siècle. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, donc, du coup, la troisième, c'est concrètement, en fait, faire des choses concrètes, mesurées. Alors, par quoi ça passe ? On parlait, par exemple, des déchets. Quand on dit, il y a le plastique. Mais quelque chose de tout simple, mettre en place des ressourceries, en fait, ça a des co-bénéfices de dingue, parce que plutôt que de jeter des objets qui ne marchent plus, mettre en place des ressourceries tenues par des associations, ça permet de donner une seconde vie, éviter qu'on aille les brûler ou que ça se soit encombré dans la ville. Et puis, en plus, ça permet de pouvoir acheter des objets à petit budget. Donc, il y a un bénéfice économique. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai acheté une trottinette à ma fille en super état à 4 €. Bon, voilà, c'est imbattable. Bon, et en plus, il y a des associations qui font ça super bien et ça crée de la cohésion sociale, voire même ça peut être du travail pour des personnes qui sont éloignées du monde du travail. Voilà. Donc, bref, plein de co-bénéfices. Par exemple, pour les écoles, on dit, il faut végétaliser. Pourquoi, en fait, il y a besoin de végétaliser ? Parce que, comme tu le disais, Carole, on ne peut pas se dire, dès qu'il y a une canicule, les enfants, ils rentrent chez eux et puis on se débrouille comme ça. Non, en fait, la canicule qu'il y a eu en juin dernier, il va y en avoir de plus en plus violentes, de plus en plus prématurément, on le sait. Donc, il faut adapter. Bon, ça tombe bien, il y a des co-bénéfices, encore une fois, à dire, rénover, par exemple, une école, c'est diviser par 2 la facture en gaz. Alors, en plus, dans le contexte actuel de crise énergétique et même de souveraineté énergétique, d'être moins dépendant du gaz et donc de moins polluer, c'est quand même un co-bénéfice. Et puis, en plus, nos enfants, si on végétalise justement les cours d'école, les toits, ils sont dans un endroit qui est quand même plus dans la nature. On peut même mettre des potagers. C'est quand même plus sympa que d'être dans du goudron. On sait que quand même pour le cerveau, surtout à cet âge-là, c'est pas quelque chose qui est bon pour leur santé d'être entouré de goudron. Bon, on parle de nos enfants. Soutenir le bio, pareil. En fait, il y a un co-bénéfice extraordinaire parce que mettre du bio dans les cantines. Moi, mes enfants, je suis quand même plus rassuré du fait qu'ils mangent des produits locaux, bio, dans lesquels il n'y a pas des pesticides et des engrais chimiques qui génèrent quand même aujourd'hui pas mal de scandales sanitaires.
Et l'avantage, c'est que la mairie, là-dessus, en étant un vrai, acheteur durable, et ben, peut permettre à des producteurs locaux d'assurer du bio, voire même de les aider dans la conversion au bio. Et donc, et on peut même ajouter à ça l'apport du compost, parce que on parlait des déchets. Et ben, mettre en place du compost au porte-à-porte ou des bacs d'apport volontaire, pareil, il y a des co-bénéfices là-dedans. Au-delà de simplement dire ça permet de ne pas brûler ces déchets compostables, ben, on peut les mettre dans des biométhaniseurs pour créer de l'énergie décarbonée et moins chère, on baisse la facture d'énergie. Et puis en plus, le compost, on peut le donner justement aux producteurs qui ne demandent plus que ça, plutôt que d'acheter des engrais marocains dans lesquels il y a du métal dedans. Voilà, donc co-bénéfice. Et puis peut-être dernier point, et après je laisserai la parole à Michel, sur les bénéfices. Bah, quand on déminéralise, on végétalise pour s'adapter aux canicules, pour s'adapter aux inondations, parce que cette inondation, à part ça, il va y en avoir. Je veux dire, il faut le savoir. Et ben donc déminéraliser, le co-bénéfice, c'est qu'on vit dans une ville quand même qui est plus belle. Qui n'est pas heureux de se promener là où il y a des arbres, il y a de la verdure, plutôt que d'être entouré de béton. Bon, et ben là-dessus, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et puis enfin, sur la mobilité, et ben, de favoriser bien davantage la mobilité douce, de pouvoir aller à pied, en sécurité, à vélo, faire ses courses, aller à l'école, etc. Il y a des co-bénéfices aussi extraordinaires. Voilà pour l'écologie, pour faire rapide. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Est-ce que, Michel, tu veux revenir nous dire un mot sur la mobilité ou... Voilà, merci. Et qui fait partie aussi de cette transformation d'une ville durable avec l'idée de permettre des circulations apaisées. On ne va pas du jour au lendemain supprimer la voiture, c'est pas du tout souhaitable. On a besoin de la voiture. En revanche, on sait que il faut qu'on passe autant que faire se peut à l'électrique. Donc, il faut que la ville s'organise. Et puis, il faut organiser des circulations de tout type, que ça soit piéton, vélo, voiture électrique ou autre, de façon la plus apaisée possible. Est-ce que tu veux bien nous en dire un mot et du transport public, qui est ton domaine, ton dada, ton domaine de prédilection? J'allais presque commencer par ça. Bah, vas-y, commence par ça. Alors, j'ai lu, il y a un rapport de l'AFNOT, je ne sais pas si vous connaissez l'AFNOT, c'est la Fédération nationale des usagers des transports. Bon, vous prenez tous le train au moins une fois de temps en temps, ou même pour aller travailler, je dirais, parce que c'est quand même, là, c'est très pratique. À Versailles, on a 5 gares. Hein, en comptant Porchefontaine et Montreuil, ça fait 5 gares en tout. Il y a des problèmes tous les jours. Notamment, il y a des problèmes à la rive gauche, il y a des problèmes à la rive droite. Chantier, ça roule un peu mieux, mais enfin, il y a quand même pas mal de problèmes. On est sur un système TER qui est géré par la région Île-de-France, donc qui est l'autorité organisatrice des transports pour la région Île-de-France. Chaque région a son autorité organisatrice des transports. À la région Île-de-France, ça s'appelle IDFM, c'est-à-dire Île-de-France Mobilité. Vous voyez ça sur les bus, vous voyez ça qui traîne un peu partout. Bon, c'est très mal géré. C'est très très mal géré. On a des prises de service gare Saint-Lazare qui sont pas faites. Donc ça veut dire que quand il y a une prise de le conducteur est pas là pour une raison X ou Y, on annule la mission. Et on dit aux voyageurs qui attendent dans la gare, il y a un petit problème technique. Voilà, incident technique, ça s'appelle en général. Alors, vous avez incident voyageur, ça c'est un suicide, mais enfin, bon, n'en parlons pas, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Mais alors, je vais te dire, qu'est-ce que le maire peut faire? Ou la maire? Alors, le maire ou son adjoint qui s'occupe de la mobilité. Voilà, ou son adjoint qui s'occupe de la mobilité. Ou son adjointe qui s'occupe de la mobilité. Non, c'est toi l'adjoint, et voilà, moi la maire. Oui, mais on ne sait pas encore. Mais si, voilà. On verra ça le 22, hein, d'accord. Qui prend quoi? Oui, alors là, cette adjointe ou cet adjoint est, lui, en contact avec la région Île-de-France, notamment, qui se trouve à Saint-Denis, qui est le siège de Île-de-France Mobilité. Là, on a, pour gérer ce genre de problème, on a les comités de ligne. On a donc la Fédération nationale des usagers des transports qui a une représentation, qui devrait avoir une représentation à Versailles. Dans chaque grande ville de plus de 80 000 ou 50 000 habitants, il y a normalement une représentation de l'AFNOT. On devrait aussi, et ça nous on le demande, mais ça n'existe pas encore, avoir une représentation d'IDF Mobilité
à Versailles, de manière qu'on ne soit pas obligé d'aller à Paris ou de passer par un système très complexe pour avoir une amélioration de la régularité, les fréquences, les prises de service, la propreté, parce que parfois les trains, c'est pas top non plus, hein, ils ont pas le temps ou ils n'ont pas de personnel dans les gares. Ça serait bien aussi qu'on ait des trains propres, qu'on n'ait pas de punaises, qu'on n'ait pas des trucs qui se baladent un peu bizarres. Donc tout ça, c'est géré par la mairie. Il y a un représentant à la mairie qui s'occupe de la mobilité et qui, normalement, doit gérer tous ces contacts d'une manière quotidienne pour qu'il y ait une amélioration. Donc, il ne suffit pas de dire « je vais les appeler une fois par an pour voir un peu comment ça se passe », sachant qu'il n'y a pas de retour. Donc, c'est continu, c'est un travail continu, et pas seulement au niveau des trains, parce que là, j'ai parlé du ferroviaire, mais les bus. Il faut savoir que le contrat qui a été signé, il y a une convention d'exploitation avec les prestataires de transport, notamment avec les bus. Donc tous les bus qui se baladent, là, sont des bus Transdev. Avant, c'était Phébus, Phébus, c'était Keolis, Keolis, c'est la SNCF. Donc on tourne un peu en rond hein, sur l'Île-de-France, c'est toujours un peu les mêmes qu'on retrouve. Transdev, la convention, a été signée par la mairie, non pas par la personne qui s'occupe de la mobilité, mais par le maire lui-même. C'est lui qui a dit laisse ça tranquille. C'est un peu gérant autocrate, hein, Versailles. Bon, je vais un peu balancer là, mais c'est très voilà. Vous voyez, il y a une tête et puis les autres derrière à l'horizontale. C'est un râteau, quoi, en gros. Et ça veut dire que le maire gère tout. Le maire gère tout et le maire gère la convention, entre autres, ce qui est dans mon domaine, la convention des transports qui a été passée avec Transdev. Donc c'est une convention quinquennale, 5 ans. Transdev est arrivé à Versailles, a décidé des tarifs, ce qui n'est pas normal, a décidé des lignes, le tracé des lignes, a modifié les tracés des lignes en fonction de certains habitants. Par exemple, le plateau Saint-Antoine ne voulait pas que le 6502 passe. Donc, le 6502, il y a une pétition locale, on a viré le 6502. C'est pas passé par la mairie. Tout ça, ça a été traité entre Transdev, certaines personnes qui ont beaucoup d'influence à la mairie. On appelle ça en général une convention magouille. Vous voyez, c'est pas tellement au service des habitants. Or, nous, qu'est-ce qu'on dit dans notre pilier ? Une ville proche de vous. Ça veut dire que nous, si on avait la main là-dessus, on dirait, bon, on ferait une enquête de terrain auprès des gens, on leur demanderait de quoi vous avez besoin. Alors, on parle toujours de la mobilité. Par exemple, pour les bus, ça peut être fait, c'est-à-dire qu'on fait des tracés de ligne en fonction des besoins des gens, en fonction des déplacements des gens, en fonction de leur handicap, alors que les PMR, les UFR, tous ces gens-là, normalement, doivent pouvoir avoir un système de transport adapté. C'est pas forcément pour un UFR, le bus. Alors UFR, vous savez ce que c'est l'utilisateur de fauteuil roulant. Lui, il va pas forcément monter dans le bus parce qu'il faut une palette, enfin c'est très compliqué. Mais il peut avoir un PAM, par exemple. C'est un service qui est totalement dédié pour les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite. Or, les personnes à mobilité réduite, c'est pas forcément un handicap non plus. Ça peut être une personne, par exemple une femme enceinte, c'est une personne avec des valises, une personne âgée avec des valises, une personne avec une poussette. C'est ça aussi un PMR. Et ça, un PMR, il a besoin aussi d'avoir des accès dans les systèmes de transport à Versailles. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est à cheval entre la transition écologique, parce que plus de services de transport public, et ben, en fait, ça veut dire moins de voitures individuelles qui roulent, etc. Et puis, la cohésion sociale. Alors, il y a la microforêt urbaine. Bon, ça, c'est un truc intéressant aussi, mais ça rentre plutôt dans ça rentre plutôt dans le cadre de vie. Mais les gros problèmes, pour moi, sur la mobilité à Versailles, c'est bon, il y a le partage de vélos, il y a des choses comme ça, mais le gros problème, c'est que les gens puissent se déplacer dans Versailles, quel que soit leur mode de vie, quelle que soit leur problématique personnelle, quel que soit leur âge, que ce soit des jeunes, des vieux, enfin c'est ça le truc. Actuellement, c'est pas fait ça. Actuellement, on tient pas ça en compte. Donc moi, mon premier truc en arrivant, ça va être ça. Merci beaucoup, Michel. Alors, sur une ville plus durable, ce qu'on s'est dit, c'est évidemment qu'on prend à bras-le-corps la transition écologique sur tous ses axes, se déplacer, se nourrir, se loger, etc. Et comme on vient de le voir maintenant, mais on s'est dit, une ville plus durable, c'est aussi une ville dont la démocratie est plus vivante. On pense que prendre des décisions comme dans les années 70-80 de façon très descendante, c'est se priver de tout le pouvoir de l'intelligence collective dont on sait très bien dans les entreprises que c'est extrêmement efficace. Donc nous, on propose de prendre des décisions
différemment sur la base de ce que des enquêtes dont vous avez commencé à entendre parler, mais aussi des projets portés par les citoyens et par les associations. Et donc là, j'appelle Thierry Curial qui sait très bien comment faire de la concertation, et plus que de la concertation, de la délibération, prendre en considération les avis des uns et des autres. Attention, je dis tout de suite, ça ne veut pas dire ne pas savoir décider et trancher à la fin. Évidemment, quand une maire doit avoir une vision et être capable de trancher, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment cette notion de participation citoyenne. Thierry, par quoi ça passerait? Tout à fait. Bonjour à tous déjà. Je crois que ce qui nous anime, les hommes et les femmes de ce groupe, c'est d'abord un constat général que nous vivons une période de l'histoire économique, sociale et politique où la démocratie qui nous est offerte est une démocratie de la déconsidération, en fait. Voilà. Une déconsidération du citoyen, une déconsidération de bon nombre de travailleurs, une déconsidération du consommateur. Et face à cette déconsidération, en effet, nous pensons qu'il est vraiment nécessaire d'introduire une démocratie de la reconsidération. Voilà, et cette reconsidération, elle passe, comme le disait à l'instant Carole, nécessairement par de la participation citoyenne. Alors le mot participation, il est assez ambivalent, parce que la participation, elle peut être un peu passive, malheureusement un peu comme ce soir, mais bon, c'est l'exercice qui veut ça. Mais la participation, elle peut aussi être active, et je crois que ce programme en est la preuve. La preuve, parce que, comme Carole le disait en introduction, mais aussi Émilie, Michel, nous avons en fait été au contact des citoyens, des consommateurs, des travailleurs, à travers des ateliers créatifs que nous avons animés, à travers des rencontres informelles dans les marchés, à travers d'autres dispositifs en fait d'écoute sociale. Donc nous avons déjà donné le témoignage de finalement notre raison d'être. Voilà. Et donc, au-delà de ce constat très général d'une économie de la déconsidération, nous avons aussi effectué, grâce à tout ce travail, des constats plus spécifiques au plan local. D'abord, pour ce qui concerne les conseils de quartier, qui sont une instance, un dispositif démocratique formidable. Mais malheureusement, ils sont à la fois peu connus, peu représentatifs, et pas du tout utilisé dans le processus de décision et de co-conception de projets. Deuxièmement, à Versailles, mais aussi sur tout le territoire de Versailles-Grand Parc, il y a un tissu associatif absolument extraordinaire qui est sous-utilisé dans la co-conception de projets et dans la co-conception de décisions pour les citoyens. Alors face à ce constat général et ces constats spécifiques, nous nous engageons, en effet, nous nous engageons dans une démarche d'écoute sociale active, plus participative, misant sur l'intelligence collective, l'intelligence collaborative, l'intelligence coopérative, et qui passe par donc une reconsidération à la fois des personnes, mais aussi des associations qui sont le ferment de ce territoire, et ferment sur lequel on aimerait finalement s'appuyer pour offrir des perspectives un peu moins désespérantes. Voilà. Et donc, quelques exemples d'actions possibles. D'abord, les conseils de quartier complètement repensés, puisqu'on a fait le constat que ça n'allait pas du tout, repensés pour être des lieux de délibération, de construction de projets, avec une composition plus représentative, un large appel à de la candidature spontanée, et un renouvellement tous les 2 ans, avec des ordres du jour ouverts, concertés. Deuxièmement, de la co-construction de projets avec l'ensemble des acteurs du tissu associatif, en les associant sur toutes les phases, les phases en amont jusqu'à la réalisation de ces projets, mais aussi la mise en place d'une association citoyenne locale, d'une assemblée citoyenne locale constituée d'habitants tirés au sort annuellement, mandatés par la ville pour travailler sur un enjeu précis et proposer des solutions concrètes au conseil municipal. Mais pourquoi concrètes? Parce que tout ce dispositif et le moteur finalement de notre action, c'est d'aller chercher les situations qui posent problème auprès de ceux qui les vivent et de co-construire des solutions avec ceux qui les vivent.
C'est ça, c'est fondamental, je crois. Des budgets participatifs avec un vote annuel des Versaillais pour les attribuer à des projets d'intérêt collectif. Dans ce programme, il y a une boussole, disions-nous, et cette boussole, elle a un nord, et le nord, c'est l'intérêt général. Donc voilà. Et puis par ailleurs, une réelle implication, alors là, c'est de la responsabilité des élus, bien entendu, qui ne fuient pas leur responsabilité. Donc des élus impliqués dans chacune des commissions de Versailles Grand Parc pour influer les trajectoires dans la préparation de projets au niveau de l'agglomération. Voilà quelques exemples de ce que nous pourrions faire pour reconsidérer les citoyens, les hommes et les femmes de Versailles et de Versailles Grand Parc. Fantastique, merci beaucoup Thierry. Et ça, c'est vraiment un pilier qui est un des moteurs de la folle ambition qu'on a eue de proposer ce projet de liste citoyenne. J'ai vraiment, moi, le sentiment qu'on vit à un moment démocratique où nos démocraties européennes, elles sont certes attaquées de l'extérieur par les Poutine, les Trump, les Xi Jinping de ce monde, mais en fait, elles sont un petit peu fragilisées de l'intérieur. Elles sont fragilisées quand des gens n'ont pas envie d'aller voter, elles sont fragilisées quand les gens se disent, bon, en fait, la solution, c'est dans les extrêmes. L'extrême droite, assez présente à Versailles, l'extrême gauche, qui divise la société, qui dresse un peu les uns contre les autres. Et ça, en fait, c'est très fragile. C'est vraiment des points de fragilité, alors que on voit bien qu'on vit dans un monde où on aurait besoin, au contraire, un monde de mutation dans lequel on aurait besoin d'une démocratie qui est renforcée. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas fonctionner dans des prises de décision comme dans les années 70 et 80, qu'il faut réinventer cette prise de décision exactement avec les instruments de participation citoyenne que Thierry a décrits. Et c'est le moyen, localement, facilement, finalement, de renforcer très fort cette démocratie locale. Je vous propose de passer au troisième pilier de notre projet, qui est le dynamisme de ville. Et quand on dit une ville plus dynamique, on pense à une ville plus dynamique en termes d'économie, en termes d'emploi. On pense à une ville qui est plus dynamique en termes de culture et de sport. On pense à une ville qui est plus dynamique aussi dans sa capacité à rayonner à l'international. Et je vais peut-être commencer, avant d'appeler Arnaud ensuite sur le volet emploi, s'il veut bien témoigner de son expérience d'entrepreneur. Je vais commencer par ce côté ouverture à l'international. Alors vous allez me dire, non mais Versailles, c'est déjà très ouvert à l'international, c'est connu dans le monde entier. Il y a le château qui est déjà très rayonnant. Oui, mais il y a tellement plus de choses à faire, parce que nous, on a la conviction que Versailles pourrait être, je parlais de l'Europe tout à l'heure, un bâtisseur de ponts avec d'autres villes en Europe. Il y a des systèmes de jumelage qui sont très intéressants, parce que ça crée, les jumelages, s'ils sont vraiment portés par une équipe municipale, des occasions pour les jeunes d'avoir des échanges, pour les étudiants, des occasions pour les acteurs économiques, d'avoir également des échanges, pour les acteurs culturels et sportifs. On peut, les enfants qui vont d'un club de foot rencontrer un autre club de foot en Allemagne dans le cadre d'un échange, d'un jumelage, ils s'en souviennent toute leur vie, et c'est une façon très concrète de bâtir des ponts entre les villes. Il peut y avoir des échanges entre les élus. On a beaucoup à apprendre en tant qu'élus en Espagne, où ils ont trouvé des moyens très concrets sur l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. On sait que l'intergénérationnel est très réfléchi dans les villes d'Europe du Nord. Bref, on a aussi en tant qu'élus à se nourrir, à ouvrir un peu les portes et à se nourrir de l'international. Et ça, donc, ce qu'on propose, c'est d'avoir des jumelages vraiment très vivants. Et j'ai pas parlé des associations aussi, évidemment, qui peuvent bâtir des ponts avec des associations à l'international. Donc, on propose de construire un réseau de villes en Europe dont le cœur de ville est un château, parce que c'est bien dans des jumelages d'avoir des points communs, et donc d'être un bâtisseur de ponts avec des villes en Europe. Sur le plan international, quand on pense international, on pense aussi tourisme.
On a envie de se dire, c'est un peu un serpent de mer à Versailles, de se dire, mais alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les touristes n'aillent pas directement dans ligne droite de la gare au château et du château à la gare sans faire en sorte que ça bénéficie à la vie, au commerce de Versailles. Moi, je pense qu'il y a moyen de penser une expérience des touristes avec le château. On connaît le soft power des films, de Emily in Paris, etc., qui fait en sorte que à Paris, on voit certaines boutiques, certains quartiers qui sont pas les grands monuments, mais qui sont avec une forte influence parce qu'il y a eu cette visibilité. Donc, faire en sorte que Versailles, ça soit l'image parfaite de l'expérience de la vie à la française, de la vie proche du beau, de l'artisanat d'art, du bon, on a des commerçants qui savent, des commerces de bouche qui pourraient offrir et puis des marchés qui pourraient offrir cette expérience de vie à la française qu'on aime bien démontrer à l'international. Donc une expérience touriste pensée évidemment avec le château, dont les relations pourraient être améliorées avec la mairie. Voilà. Et puis voilà, c'est cette logique d'une ville plus ouverte à l'international et plus rayonnante. Deuxième pilier autour de la ville dynamique, c'est la ville où la culture et les sports sont accessibles à tous. On a vraiment la conviction que la culture à Versailles, ça peut être beaucoup plus que le Mois Molière, beaucoup plus que l'histoire de lire, qui s'adresse certes à dont certains Versaillais sont très contents, mais qui ne s'adressent pas à la majorité. Thierry parlait de l'intérêt général. La culture, ça peut aussi être au service de l'intérêt général. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Sur le Mois Molière, fantastique le Mois Molière, mais pourquoi est-ce que comme à Avignon, on ne ferait pas aussi un Mois Molière off, qui irrigue beaucoup plus les quartiers, jusqu'au bateau à Jussieu, jusque dans toutes les salles qui existent, la Royal Factory, il y a des salles à Versailles qui pourraient donner, et puis même des spectacles de rue, on pourrait imaginer un mois Molière off. La culture, c'est aussi la culture du quotidien. Il y a des médiathèques à Versailles. Il s'agit de faire en sorte que les heures d'ouverture et les places soient plus larges, y compris pour les étudiants qui aujourd'hui se retrouvent, et je peux en témoigner au travers de mes enfants, assis par terre, faute de place, dans les bibliothèques. La médiathèque, il y a un formidable lieu, l'ancienne Poste, qui est tout récent, mais la médiathèque est relayée au 3e étage. Quand on vient avec une poussette, il faut prendre l'ascenseur, monter patte blanche parce que les expositions sont payantes au rez-de-chaussée. Non. On n'a pas de vrai, comme dans d'autres villes. On va se promener en Île-de-France. Il y a énormément de villes. À Boulogne, il y a une médiathèque qui est très ouverte, qui est très attrayante, où on a envie d'aller, on a envie de passer du temps. Et c'est ça la culture du quotidien. Donc, faisons de Versailles une ville où il y a vraiment un réseau de médiathèques très ouvert, avec les bonnes capacités, et un réseau de ludothèques. Parce que le ludothèque, c'est aussi le moyen de faire en sorte que les familles puissent trouver des lieux pour se retrouver, pour partager un moment entre enfants et parents dans un monde dont on sait que les écrans prennent beaucoup de place. Et donc offrir un lieu très concret pour une alternative et un moment chouette passé entre parents et enfants avec les ludothèques, ça nous semble important. La culture, c'est aussi la culture vivante au travers des artistes. Il y a beaucoup d'artistes à Versailles et on pense qu'il y a moyen de les mettre en avant beaucoup plus avec des parcours d'artistes et des lieux où les artistes versaillais seraient invités et non pas, j'échangeais avec une artiste à Versailles qui me disait à quel point c'était difficile et que parfois il fallait payer pour être exposé. Nous, on pense qu'il pourrait y avoir un concours pour que les artistes actuels versaillais puissent avoir l'occasion, en fait, d'exposer leurs œuvres et de façon beaucoup plus facile.
La culture et le sport ouverts à tous. Je viens sur le sport. Alors moi, je suis dans une famille où mon grand-père était gallois et où j'ai été élevée avec vraiment l'idée que mens sana in corpore sano, hein, donc qu'il s'agit autant de cultiver son esprit que de s'épanouir via le sport et l'activité physique. Donc on a déjà parlé, Émilie a déjà parlé du sport prévention. On pense qu'il faut massivement écouter les associations sportives pour mettre les infrastructures sportives au bon niveau des besoins des habitants de la ville. Alors là, c'est systématique. On a rencontré le club de sport, on a rencontré le RCV, Rugby Club de Versailles, le handball, le triathlon. C'est systématique. Les retours des associations nous disent on n'est pas écouté, on n'a pas l'occasion de bâtir des projets, ou alors, comme l'histoire absolument abracadabrantesque du club de foot, qui finalement, pour des raisons là aussi pas l'intérêt général, mais de quelques inquiétudes de voisins, ont eu un projet très réjouissant de possibilité d'avoir un club de foot de National 3 qui joue à Versailles. Le club de foot de National 3 de Versailles joue à Saint-Germain-en-Laye, s'entraîne pas du tout à Versailles. Et donc voilà, alors qu'il y a beaucoup de villes en France qui se font une joie, c'est un élément fédérateur, très populaire, où justement les quartiers de Versailles qui sont juste apposés pourraient se retrouver, pourraient vivre les sports collectifs, voilà, comme une fête, le fait d'aller d'aller soutenir un club de foot de ce niveau-là à Versailles. Voilà, donc être au rendez-vous des associations sportives et des installations, développer les infrastructures sportives, développer les horaires, développer les infrastructures sportives, avoir une vraiment culture du sport dans la ville, avec par exemple l'avenue de Paris, qui est cette grande avenue où il y a beaucoup de place, à certains endroits, des jardins, des parcs pour enfants, mais aussi des baskets 3x3. Donc avoir une réflexion sur quels sont les endroits pour multiplier les occasions de faire du sport dans la ville. Voilà, ça c'est encore un deuxième pilier de la ville dynamique. Et là, je veux bien que Arnaud me rejoigne pour parler du troisième pilier d'une ville dynamique d'un point de vue de ses commerces et puis de ses entrepreneurs. Oui, Versailles, ça peut être aussi une ville où les jeunes actifs ne décident pas de partir, mais les jeunes actifs décident de rester parce qu'avec le bail réel et solidaire dont on a parlé tout à l'heure, ils trouvent un logement et ils trouvent un emploi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience d'entrepreneur et puis de quelques propositions autour de l'emploi, l'innovation à Versailles? Oui, merci Carole, bonjour à tous. Alors, je vais vous raconter un peu mon parcours. Effectivement, donc, je suis multi-entrepreneur, donc j'ai créé plusieurs entreprises. J'ai investi également dans plusieurs et il y a des thématiques que j'adore, hein, c'est le recyclage, c'est la médicale, ce sont les nouvelles technologies. Donc ça, je suis très friand de ça et j'ai la chance d'avoir, dans mon réseau, pas mal de jeunes entrepreneurs, dont je fais partie et c'est vrai que ça crée un pool, d'excellence, à Versailles avec des gens qui sont hyper dynamiques. Enfin moi, j'adore l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai que quand on parle de Versailles, au niveau des entreprises, c'est pas forcément le mot qui vient tout de suite. C'est vrai qu'on a la concurrence de Paris qui vampirise, j'allais dire, énormément de talents, mais on a aussi, des villes qui sont très dynamiques. Je pense à Guyancourt, je pense à Saint-Quentin-en-Yvelines, je pense, justement, donc à Paris-Saclay, qui eux, ramènent justement de nouveaux talents parce qu'ils ont eu une démarche d'anticipation. Ils ont lancé des pépinières d'entreprises, ils ont lancé des startups, ils attirent des talents, ils leur facilitent la vie, l'infrastructure, l'implantation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup à Versailles, mais on a pris un peu de retard, même s'il y a une maison des entreprises, mais elle n'a pas réussi, j'allais dire, à s'imposer dans l'esprit des gens. Et quand vous croisez des jeunes entrepreneurs, c'est pas forcément Versailles vers lequel ils se tourneraient. Donc l'idée, c'est que nous, on puisse remodeler un peu cette image et de dire qu'est-ce qu'on pourrait apporter à Versailles pour justement attirer ces nouveaux talents. Tu avais évoqué les pools d'excellence.
Donc ça, c'est clairement ça. Je pense qu'il y a plein de thématiques sur lesquelles on pourrait jouer. Je pense au numérique, je pense à l'IA, je pense à la défense, je pense à l'excellence artisanale. Parce que c'est vrai qu'avec l'histoire de Versailles, on pourrait faire en fait énormément de choses. Donc là, ce serait l'idée de créer justement un nouveau pôle d'excellence versaillais et attirer justement ces jeunes entrepreneurs. Alors, je vais donner 4 exemples. Pourquoi on a pensé à ces 4 pôles d'excellence? On ne les a pas pris au hasard. Le numérique et l'intelligence artificielle, à l'UVSQ, si vous continuez avenue des États-Unis, au bout du boulevard de la Reine, avenue des États-Unis, il y a l'UVSQ, il y a l'UFR de sciences. Il y a le laboratoire de mathématiques qui est associé au CNRS. Des chercheurs en mathématiques, ça existe à Versailles, ça pourrait être un point d'appui pour des pépinières d'entreprises autour du numérique et l'intelligence artificielle. KNDS, c'est à Satori. Satori est très connu pour son histoire militaire. KNDS, c'est une grande entreprise française dont on est bien content de l'avoir pour défendre l'Europe et l'Ukraine en ce moment. Ça peut être là aussi un point d'appui pour bâtir de l'excellence autour de la défense et servir la BITD. Troisième pôle d'excellence, tu as parlé d'artisanat d'art, on a le campus de Versailles. Il y a un patrimoine à Versailles, il y a l'école d'architecture. Ça peut être aussi un point d'appui sur un pôle d'excellence autour et d'entrepreneuriat autour de l'artisanat d'art. Quatrième pôle d'excellence, l'environnement. Il y a l'Institut supérieur de l'environnement, qui est rue des Chantiers. Il y a l'école d'architecture et des paysages. Voilà. Donc là aussi, quatrième point d'appui, quatrième pôle d'excellence on développé. On veut miser sur ce potentiel-là. Il y a tellement de choses à faire, justement pour, comme tu disais, avoir une vision, porter une ambition et faire en sorte que les entrepreneurs aient le terreau nécessaire pour imaginer des entreprises à faire grandir. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle maire avec une nouvelle équipe pour justement initier cette dynamique. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Le dynamisme économique, ce sont aussi les commerces de proximité. Et ça, on s'aperçoit quand on passe rue de la Paroisse, quand on passe à Saint-Louis, à certains endroits. On a même fait des photos avec Émilie d'un certain nombre de commerces qui ferment. Hein, on sait bien, c'est un sujet au niveau de la France, hein, on sait bien qu'il y a des mutations en termes de commerce de centre-ville, on achète en ligne, il y a de la concurrence diverse et variée qui fait que il y a beaucoup de commerces qui sont fragilisés. Alors, est-ce qu'on peut rester là à dire il suffit de faire la publicité une fois par an, d'acheter Versaillais à Noël? Non, en fait, il y a beaucoup plus de choses à faire et on pense que le nerf de la guerre, c'est de faire en sorte que les commerçants se sentent soutenus, et y compris avec des données. Le nerf de la guerre pour les commerçants, c'est de savoir qui passe quand, dans quelle rue, quels sont les éléments nécessaires pour faire une étude de marché quand on veut s'installer. Donc on propose un observatoire du commerce de proximité pour justement mettre à disposition, il y a des données ouvertes qui existent, qu'on pourrait mettre à disposition des commerçants qui veulent s'installer, tout en renforçant, évidemment, en soutenant les commerces existants avec des choses très pratiques. Les commerçants, ils ont besoin de pouvoir se garer facilement, de pouvoir faire en sorte que leurs clients aient des points d'arrêt, de stationnement divers et variés, que ce soit pour les vélos ou les voitures. Et ils ont besoin qu'on puisse instiller une dynamique aussi vis-à-vis de nouveaux commerces, et ça, les uns et les autres, vous en avez déjà parlé, Jean-Baptiste pour la transition écologique et Émilie pour la cohésion sociale, il y a besoin aussi d'un nouveau type de commerce. On a parlé de café associatif, on a parlé de ressourcerie. Je pense que ça vaut le coup aussi de réfléchir comment nos centres-villes, ils intègrent beaucoup plus ces nouveaux modes d'acheter, des nouveaux modes d'acheter et vendre. Voilà, il y aurait d'autres choses à dire et vous les retrouverez dans notre programme, mais je vois que l'heure tourne.
on a pris beaucoup de plaisir à bâtir, à écouter et à bâtir ces propositions. Il y a aussi les éléments sur la gestion de la ville, dont j'aimerais dire un mot. C'est peut-être un peu plus rébarbatif, mais on pense que la gestion de la ville pourrait être menée avec 3 idées fortes. Une gestion de la ville responsable, on va continuer à ne pas augmenter les impôts locaux parce que c'est une façon de protéger les Versaillais, mais avoir une gestion de la ville, deuxième point, tournée vers l'avenir. Il y a la transformation durable, il y a la transformation démographique, avec tout le soutien, y compris comme Michel l'a évoqué, aux aînés, sur les sujets de mobilité. Il faut investir. Une ville qui n'investit pas, c'est une ville qui se sclérose petit à petit. Il faut beaucoup plus investir à Versailles. On a un niveau d'investissement qui est assez faible par rapport aux autres villes. Il faut choisir les bons investissements. Ça ne veut pas dire s'endetter, ça veut dire aller trouver des sources de financement. La Banque des territoires, Jean-Baptiste a mentionné les fonds européens ou le fonds vert. Il y a énormément de sources de financement possibles. Ce n'est pas facile, mais elles existent. Et en tout cas, il faut avoir cette gestion de la ville tournée vers l'avenir. Et puis, une gestion de la ville qui est beaucoup plus transparente. Qui sait quelle est la vision de Versailles? Qui sait quels sont aujourd'hui les objectifs? Est-ce qu'ils sont atteints, pas atteints? Moi, ce que je propose, c'est avoir vraiment un tableau de bord en se disant on a 4-5 axes prioritaires, on a des engagements, voilà à la fin de l'année ce qu'on s'est donné comme objectif, et année après année sur toute la mandature, comment on progresse de façon transparente. On a des outils numériques qui nous rendent, on a des logiques soutenues par l'État de données ouvertes. Ça serait très facile de rendre accessibles les décisions prises, les résultats obtenus et les financements engagés. Aujourd'hui, même pour les élus, c'est inextricable de comprendre quelles sont les marges de manœuvre, quels ont été les choix réellement pris pour la finance. Voilà, on a envie d'une gestion de ville plus responsable, plus tournée vers l'avenir et plus transparente. Merci beaucoup d'avoir écouté ce soir la présentation de notre programme. Rendez-vous ce week-end, on a plein de choses prévues. D'une part, pour vous montrer dans la campagne qui bouge que la culture et la musique peuvent irriguer la ville. Donc ça sera de 15h à 17h samedi, avec des surprises. Dimanche 8 mars, on va fêter à notre façon la journée des droits des femmes. Avec des idées qu'on mettra en avant et des pancartes avec lesquelles on va se balader à travers la ville. Mardi 10 mars, on vous invite à une autre réunion publique qui sera sur un format un peu différent, puisque là, il y a Corinne Lepage, qui est avocate de référence sur le droit de l'environnement et ancienne ministre, qui nous fait l'amitié de venir pour parler du thème du rôle de la ville dans la transition écologique. Et puis, on aura une dernière réunion publique le jeudi, dernière avant le premier tour, le jeudi 12 mars, où là, on passera du temps en particulier à présenter notre équipe au-delà du programme. Voilà les prochains événements et merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Et maintenant, je peux prendre les questions.